Ah oui, merci Nathalie. Donc, voilà. Alors, bonjour à tous. C'est plaisir de vous accueillir à cette dernière communauté de partage de 2021. On est vraiment contents. On est en train de mettre en place un processus qui devient intéressant. Et puis, je vois que les gens sont contents puis participent à ces rencontres. Aujourd'hui, on débute une série de 4 ateliers présentés par Guylaine Vinet de Alpha Plus. Je vais lui donner la parole dans quelques minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas Guylaine, Guylaine elle travaille dans le secteur de l'alphabétisation des adultes depuis plus de 20 ans. Et dans son rôle actuel, chez Alpha Plus, en tant que conseillère en technologie et éducation, elle aide les intervenants et intervenantes et les organismes d'AFB à améliorer leurs connaissances et leur application de la technologie au moyen de l'accompagnement, de la formation en équipe et du partage des ressources. C'est un peu ce qu'elle propose aujourd'hui. C'est le premier atelier d'une série de 4 webinaires qui fait partie du projet ou de l'initiative Réseau numérique. Puis je n'irai pas en détail, Guylaine, parce que je vais te laisser parler de ça. Et aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est de vous présenter des outils pour vous permettre de développer des formulaires en ligne. Je crois qu'elle va vous présenter les outils Google et Microsoft Form. Donc, sans plus tarder, parce que je veux vraiment donner la place à Guylaine, je lui cède la parole. Et si jamais vous avez des questions, moi, je vais regarder le chat tout au long de la rencontre et je vais appuyer Guylaine là, au niveau de ces questions-là. Donc, voilà. Alors, bon atelier. Merci beaucoup, Céline. Merci à la COFA de me donner l'opportunité de faire ça avec le groupe. Je vais juste partager mon écran avant d'aller un petit peu plus loin. Si vous permettez. Et vous devriez voir ce qui ressemble à des diapos. Est-ce que ça marche? Pas encore. OK. Ah, voilà. Oui, c'est rentré? Oui, c'est rentré. Parfait. OK. Donc, c'est ça. Mais merci à la COFA de me donner l'opportunité. Je vais vous parler un petit peu du contexte avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, parce que les 4 ateliers sont liés d'une façon qui fait partie d'un projet qu'on a à Alpha Plus. Donc, je vais commencer par parler du réseau numérique. Ça s'appelle réseau numérique, on l'a appelé comme ça. Dans le fond, ce que c'est un projet qu'on a commencé il y a environ 3 ans, dans lequel on espérait rassembler les formateurs, formatrices pour leur donner un espace pour échanger. On voyait qu'il n'y avait pas souvent l'opportunité et il y avait beaucoup de questions autour de la technologie qui se posaient, mais les gens n'avaient peut-être pas la chance d'être en contact, d'être exposés à d'autres idées, d'autres façons de faire. Donc, on a commencé tranquillement et puis on a remarqué dans les 2 dernières années que c'est un petit peu difficile de rassembler les gens à un moment précis, d'avoir des gens qui sont disponibles à une heure précise. Et puis après ça, moi, j'avais une composante qu'on appelle asynchrone dans Moodle qui permettait aux gens de faire des activités, mais encore là, le manque de temps, ça rend les choses difficiles. Donc, cette année, grâce à la COFA, qui avait déjà une plateforme où les gens peuvent échanger, on a décidé de coopérer comme ça pour atteindre nos objectifs. Donc, ce que c'est Réseau numérique, comme je disais, c'est un endroit pour échanger des idées. Moi, je vais vous présenter des choses aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus de commenter ou de donner vos propres idées. C'est vraiment là pour ça. C'est un espace pour échanger. Pas de mauvaise réponse. C'est vraiment pour qu'on puisse s'offrir un moyen de partage.
Aussi, à même réseau numérique, une approche qu'on a et ceux qui ont participé les dernières années en ont fait un petit peu l'expérience, on a une approche qu'on appelle la pratique réflexive. Donc, je vais en parler un tout petit peu, mais je vais peut-être y revenir aussi dans les autres ateliers parce que on veut encourager les gens à l'utiliser. Ce que c'est la pratique réflexive, c'est réfléchir à nos expériences pour comprendre puis essayer de s'améliorer dans l'avenir. Vous le faites tous. Vous le faites tous au quotidien. Vous vous posez des questions sur comment ça a été la formation, qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois, je vais changer ci, je vais changer ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait quand on essaie de s'améliorer, mais dans le contexte de réseau numérique, on veut encourager les gens à le faire de façon plus formelle, peut-être de se prendre un petit cahier, puis de prendre des notes. Même que je fais l'atelier aujourd'hui, si vous avez un petit cahier, quelque chose pour prendre des notes, pas juste pour le côté technique, parce que je vais tantôt aborder le côté plus technique, mais pour vous laisser un espace pour être comme créatif, dire ah, ça me donne l'idée que je pourrais faire telle affaire, puis d'essayer de ne pas vous bloquer, vous dire j'ai pas le temps, non, ça ne marchera pas. Vraiment, c'est un espace pour cette réflexion-là, on veut que ça soit dans une ouverture d'esprit, que vous puissiez ne pas vous soumettre à des cases à cocher comme vous avez souvent à le faire dans votre travail au quotidien. Vous avez des cases à cocher avec les horaires à suivre, le ministère, les demandes qu'on a. Donc, c'est vraiment mettre ça de côté, puis vous donner un espace pour réfléchir à ce que vous faites de bien, vous féliciter. Donc, les 4 ateliers sont faits dans cet esprit de réflexion-là. Et puis, évidemment, toujours dans le réseau numérique, les commentaires, les suggestions, les nouvelles idées sont les bienvenus. C'est un espace pour partager. Donc, il y a 2 semaines, il y a eu une communauté de partage concernant l'évaluation. Donc, on fait un lien aujourd'hui avec les questionnaires en ligne. Donc, l'évaluation, ça peut être fait de façon continue, comme vous en avez discuté il y a 2 semaines. L'évaluation, on appelle ça formative ou continue. C'est souvent fait de façon un peu informelle. Ça peut être des petits mini-tests, ça peut être fait oralement, ça peut être fait par l'observation. Mais ça peut, comme je disais, avec des mini-tests, ça peut se faire en ligne. Donc, on va voir aujourd'hui des petits trucs que peut-être qui pourraient vous être intéressants pour le faire de cette façon-là. Et puis, l'évaluation qu'on fait à la fin, je suis sûre que vous pensez aux tâches jalons, mais il peut peut-être avoir d'autres sortes d'évaluation finale que vous faites et peut-être que ça peut prendre la forme d'un questionnaire en ligne. Là, je veux juste vous mettre un avertissement. Aujourd'hui, on va parler de technologie, mais quand on en vient à la technologie, je pense que je me devance dans mes diapos, mais je veux juste dire, je vais faire des suggestions, mais la technologie, il faut toujours l'utiliser en fonction des objectifs d'apprentissage de l'apprenant ou en fonction de vos objectifs. Donc, il ne faut pas s'enfarger dans la technologie parce qu'on pense qu'il faut absolument l'utiliser. Il faut l'utiliser si ça nous est utile. Donc, il ne faut pas se sentir primé ou c'est seulement quand on voit que ça fait du sens dans ce qu'on fait. Je vous remercie d'avoir répondu j'avais envoyé un petit questionnaire avant. Il y a quelques personnes qui ont eu le temps de répondre. Les autres n'ont peut-être pas eu le temps ou l'ont peut-être pas vu. C'est pas grave. Mais je me demandais si aujourd'hui, je ne sais pas, Céline, si je pourrais te demander si vous pouvez le mettre peut-être dans le chat. Moi, je ne pourrais pas le regarder, mais essayez d'aller m'écrire si vous avez utilisé des questionnaires en ligne dans les derniers mois, puis si vous en avez utilisé pour faire l'évaluation, peut-être dans une diapo. Céline, ça marche-tu si je te demande de me faire un petit résumé de à peu près combien de personnes OK, les ont oui, je peux aller utilisés? regarder ça. Je vais reprendre ton courriel. OK, c'est beau. On C'est regarde bon. ça. Donc, je continue ici. Et puis, attendez, je pense que je m'oublie. Donnez-moi juste une petite chance. Oui, OK. C'est bon, j'ai rien oublié. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le côté un petit peu technique des outils Google et Microsoft.
Je veux juste dire que je parle de ces deux-là parce qu'ils sont très répandus, étant donné qu'on utilise l'ensemble des outils Google, l'ensemble des outils Microsoft, dépendamment. Mais il y a d'autres outils qui existent, qui sont spécifiques pour créer des évaluations en ligne, des quiz, ce genre de choses-là. Probablement demain ou peut-être à la fin de la journée aujourd'hui, je ferai parvenir une liste de ressources dans lesquelles il y a d'autres exemples, d'autres outils. Donc, je veux juste vous avertir qu'on parle de ça aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi qui sont peut-être plus adaptés à ce que vous cherchez. Donc, Google et Microsoft ont en commun que, évidemment, ça prend un compte pour travailler dans un ou dans l'autre. En ce qui concerne Google, on peut avoir un compte gratuit personnel qui va nous donner accès à ce qui s'appelle le formulaire Google. Dans le cas de Microsoft, j'ai dû chercher un peu et je n'ai pas une réponse claire. D'après ce que j'ai vu, c'est que c'est disponible avec Microsoft 365 Éducation ou la version Affaires. Ça ne semble pas disponible dans une version individuelle. Je n'ai pas accès moi-même à une version individuelle pour aller vérifier. Donc, évidemment, le coût vient avec l'abonnement à une de ces versions-là de Microsoft 365. Mais si vous l'avez, si vous êtes abonné, les formulaires de Microsoft sont là disponibles dans tous vos outils Microsoft. Donc, les deux offrent divers types de questions, des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, réponse longue, aussi les questions où on demande de donner notre avis, là, de mettre un nombre d'étoiles ou comment on a aimé ça, je ne sais pas, une chose en particulier. Donc, ils ont le même type de questions en gros. Je ne vais pas aujourd'hui regarder les questions en détail. Oui, Céline. Je voulais juste te dire qu'il y a des commentaires dans le chat en ce Oui, moment qui oui, réagissent à l'utilisation des outils que tu présentes. Donc, oui. je peux te dire que José Blake du Centre de formation de Sudbury nous dit qu'elle utilise, que son centre utilise Google Forms, puis que ce sont des outils très utiles. Nous avons Luc Tessier qui, lui, mentionne que non, pas de son côté. Là, je ne sais pas si, Luc, tu fais référence au fait que tu n'utilises pas les outils ou si tu n'as pas rempli le sondage. J'essaie juste de voir dans quel, à quel commentaire tu fais réaction. Mais je voulais juste te mentionner ça. Puis je voulais vous dire aussi que je viens de mettre le lien du sondage dans le chat pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de le répondre. C'est très rapide, là, il y a 2 ou 3 questions. Voilà. OK. Merci beaucoup, Céline. Donc, ce que je disais, c'est que je ne vais pas voir les détails de chaque type de question aujourd'hui parce que question de temps et je pense que vous êtes tous débrouillards. Et puis, dans la liste de ressources que je vais envoyer, il y a des vidéos, tutoriels, il y a des fiches là, qui permettent d'aller décider quels types de questions utiliser. On va les regarder un petit peu, mais je veux juste vous avertir à l'avance que ça va être un peu plus rapide. Donc, aujourd'hui, on va avant aujourd'hui, les deux outils nous permettent d'attribuer des points quand on fait des mini-tests, des quiz. Ils permettent d'ajouter des images. Et puis, bon, évidemment, choisir un thème pour l'apparence. Ça, encore là, je ne le regarderai pas aujourd'hui parce que je pense que vous pouvez vous débrouiller avec ça. Ils permettent aussi les deux de faire des embranchements. Ça veut dire quand on demande une question, disons oui, non. Si la personne répond non, elle va être envoyée à une question différente que si elle a répondu oui. Dans l'évaluation, c'est plus rare qu'on va utiliser les embranchements, c'est plus dans les sondages, quand on veut s'aligner avec où la personne s'en va. Mais c'est possible aussi dans les évaluations, là, dans les quiz, de le faire pour les deux outils qu'on voit aujourd'hui. J'essaie de me souvenir s'il y a autre chose. Je pense que ça va. Comme je le mentionnais tantôt, on regarde aujourd'hui 2 outils. Il y en a d'autres outils, mais vous avez un excellent jugement. Vous travaillez avec vos apprenants, vous êtes capable de décider est-ce qu'un outil technologique vient ajouter, vient embellir ce que je fais ou bien non, c'est mieux que je continue avec papier-crayon. Donc, on va y aller. Je suis un petit peu en avance. C'est pas ici, il faut que j'aille. Je recule. OK, donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller dans les formulaires Google.
Là, je vais essayer de ne pas m'emballer, d'aller trop vite parce que ça va peut-être être un petit peu plus long de votre côté à mesure que je bouge. Donc, ce qu'on a ici, c'est quand on se trouve dans les formulaires de Google, on a la liste, vous voyez la liste des formulaires que j'ai soit créés ou auxquels j'ai collaboré avec mes collègues. Si on veut ajouter un nouveau questionnaire, il y a un petit plus en bas à droite où on peut cliquer et là, ça crée un nouveau formulaire. Tout simplement comme ça. Et là, par défaut, c'est en mauve. Et moi, je l'ai gardé en mauve pour qu'on puisse se repérer parce que je vais parler des deux aujourd'hui, Microsoft et Google. Ce qui est en mauve, c'est Google et puis Microsoft va être en vert turquoise, juste pour se replacer un peu. Donc, je vais juste reculer parce que ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est d'aller voir un quiz que j'ai déjà créé. Et puis, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur, bon, si on veut l'utiliser pour faire des petits quiz, des mini-tests, des choses comme ça. Évidemment, les deux outils sont en général utilisés pour faire des sondages. C'est surtout pour ça qu'on les utilise. Pardon. Mais là, aujourd'hui, je vais porter mon attention sur le fait que ça peut être aussi des mini-tests. Et pour le faire, il y a des petites coches des petites cases à cocher. Donc, il faut que je me rappelle de vous rappeler où le faire. Et je vais juste boire une gorgée avant de m'étouffer. OK, donc ici, on est dans un formulaire que j'ai créé à l'avance. On est en mode édition. Et je vais vous le montrer en mode, le visualiser comme si vous étiez en train d'y répondre et on va y répondre ensemble pour que je puisse vous montrer quelques petites choses. Donc, la première question que j'ai ajoutée ici, c'est une question d'opinion. Donc, ce n'est pas une question qui a une bonne réponse ou une mauvaise réponse, c'est une question d'opinion. Je préfère la crème glacée. Je vais en choisir une. Je préfère la crème glacée au chocolat. Ensuite, j'ai une petite vidéo. Je ne vais pas la faire jouer parce que je pense qu'on va peut-être avoir de la misère avec le son, mais si la personne qui fait qui répond à ce petit quiz-là, elle pourrait faire jouer ici la vidéo. Elle pourrait aussi l'ouvrir dans un nouvel onglet pour l'avoir plus grand parce que c'est un petit peu petit ici. Et donc, on peut ajouter des vidéos et en regardant la vidéo, après, j'ai une question. Là, on n'a pas regardé la vidéo, mais je vais vous dire la bonne réponse. Dans la vidéo, quel est l'ingrédient principal? Et dans cette recette-là, c'est les fraises. Bonne recette, il y a moins de crème. Donc, je vais donner une mauvaise réponse, juste parce que je vais vous démontrer quelque chose un petit peu plus tard. On va donner la mauvaise réponse. Et je veux juste vous démontrer ici la dernière question. Quel est le pluriel de pistache? C'est qu'on peut poser des questions dans les deux, Forms, Google et Microsoft. On peut poser des questions qui demandent une réponse précise et avoir une autocorrection. Donc ici, pistache au pluriel prendra un S. Et je vais mettre la bonne réponse dans ce cas-ci. Donc, moi, quand je l'ai fait, on va le voir un petit peu plus tard, quand j'ai créé le formulaire, le questionnaire, j'ai entré les bonnes réponses. Je vais vous montrer plus tard, c'est un petit peu difficile. Je vous le dis parce que ça existe, parce que c'est possible, mais je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée de l'utiliser parce que vraiment, il faut que la personne réponde exactement les caractères que moi j'ai rentrés au moment de la création. OK, donc, mais je veux que vous sachiez que ça existe. Donc, on va envoyer le formulaire comme si on y a répondu normalement. Et là, ici, on voit afficher les résultats. Donc, moi, quand je l'ai créé le formulaire, j'ai indiqué que je voulais que la personne qui répond puisse voir les résultats tout de suite. Donc, je vais vous les montrer. Et voici. Là, je descends. La première, c'est une question de préférence, d'opinion. Ensuite, la deuxième, j'ai donné la mauvaise réponse. Et là, je vais juste vous montrer. Donc, la personne qui fait le quiz peut voir que, oups, je n'ai pas donné la bonne réponse. Et on peut, quand on prépare le questionnaire, on peut donner des commentaires. Alors ici, j'ai mis commentaire, j'ai expliqué la réponse. Non, vérifier dans la recette, on demande en fait 3 tasses de fraises et une demi-tasse de crème. Donc, c'est les fraises qui sont en plus grande quantité. Donc, on pourrait mettre toutes sortes de commentaires. Si la réponse était bonne, on pourrait dire bravo.
on pourrait utiliser ça pour que ce soit vraiment pédagogique. Là, on pourrait donner des explications dans la zone commentaire. Et puis ici, enfin, je m'excuse, on fait juste dire dans le commentaire « Bravo ». C'est une bonne réponse. Pistache prend un S au pluriel. Donc, maintenant, je vais me déplacer vers le formulaire en mode édition. En fait, je vais choisir un autre qui est identique, mais qui n'est pas aussi avancé. Puis, on va le faire ensemble rapidement. Est-ce que ça va, Céline? Il n'y a pas de questions ou de gens qui me disent que je vais trop vite? On ne t'entend pas. Désolée, je pensais que j'avais appuyé mon bouton. Non, il n'y a pas de questions sur le débit ni sur le contenu de ta présentation. OK, je vais juste m'assurer parce que je sais que je m'emballe des fois. Je me mets à aller vite. Donc, ici, on est en mode édition du questionnaire en question. Non, je pense que je n'ai pas le bon. Oui, c'est le bon. Oui, OK. Donc, ici, je préfère la crème glacée. Donc, si je clique sur la boîte, là, il y a des choses que je peux faire. Je peux ajouter une image à la question. Ça, c'est possible. Si je clique sur la petite boîte à côté, ça va me donner l'opportunité d'aller chercher des images. Je peux aussi le faire pour les réponses. Ce qui peut être intéressant si on travaille avec des personnes apprenantes qui ont plus de difficultés avec l'écrit, pour qui avoir une image, c'est un avantage. Ça peut être intéressant d'avoir des réponses qui sont illustrées. Donc, pour le faire, je clique sur la petite image et là, évidemment, Google me donne l'opportunité d'aller soit fouiller dans mon ordinateur et évidemment de faire une recherche Google. Je peux faire une recherche d'image et puis là, aller choisir l'image que je veux ajouter. Je vais juste déplacer. J'ai un petit peu de misère avec mon écran, je m'excuse. OK. Donc, si je mets crème glacée, je pense que c'était la vanille. J'espère que je ne me trompe pas. Sinon, alors, je peux aller choisir ce qui ressemble à de la crème glacée à la vanille et insérer l'image. Alors, voilà. Donc, je pourrais le faire, je pourrais le répéter pour les autres. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on peut voir aussi, non, attendez, je vais en parler un petit peu plus loin, la clé correction, parce que ça, c'est une réponse au choix. Donc, la vidéo ici, et ça va être différent dans Microsoft. Donc, dans Google, si vous voyez à droite, j'ai un petit menu et je peux ajouter différentes questions. Si je clique ici, je viens d'ajouter une question et là, je peux choisir le type de question que je veux. Comme je vous ai dit, je ne veux pas aller dans les détails, mais vraiment choix multiples ou case à cocher si on veut plusieurs fois, plusieurs réponses qui sont bonnes et des échelles, différents types d'échelles si on veut avoir des opinions. Donc, il y a ça qui est possible. Je vais juste l'enlever celle-là. Et c'est possible aussi d'ajouter dans une zone différente, ce qui a été fait ici, soit une image ou soit une vidéo. Donc, je m'excuse. Vous êtes bien patient, merci. Donc, si je clique ici, je peux aller dans Google, encore une fois, la même chose, et aller chercher une vidéo. Là, elle était déjà ajoutée. Donc, je peux chercher dans YouTube. Si j'ai déjà une vidéo, si j'ai déjà l'adresse web de la vidéo, je peux l'ajouter dans l'autre section ici. Ou je peux faire une recherche, puis je peux dire recette crème glacée. OK, donc là, on parle de crème glacée aujourd'hui. C'est peut-être pas le plus opportun avant les fêtes. C'est froid. Bon, donc, vous voyez, j'ai des suggestions de YouTube et je peux aller m'en choisir une et la sélectionner et l'ajouter. Je ne vais pas l'ajouter parce que j'en ai déjà une qui est là, mais vous voyez le principe. Donc, ça, c'est une section séparée. Dans Microsoft, tantôt, on va voir que ça n'existe pas, ça. Il faut l'ajouter à même la question, la vidéo.
Tandis que je suis ici, je pourrais aussi vous dire que si vous voulez, vous pouvez ajouter des sections dans un questionnaire. Là, moi, il est tout court, tout petit, le questionnaire, mais si jamais, quand on ajoute une section, ça veut dire qu'on ajoute une page. Donc, la personne, quand elle va répondre 3 questions. Là, s'il y a une section, c'est qu'elle va cliquer « Suivant ». Et là, il va y avoir d'autres questions, « Suivant », et ainsi de suite. Ça dépend... Bon, c'est notre choix. Ça peut être des fois un obstacle pour les personnes apprenantes s'il y a trop d'étapes à suivre. On peut les décourager. C'est peut-être mieux de les garder sur la même page, mais bon, ça dépend des contextes. Donc, je me demandais si, pendant que je continue, s'il y en a qui veulent commenter. Oui, Céline. Oui, en fait, moi, j'aimerais peut-être que tu nous expliques les icônes. Là, tu nous as montré là, la nouvelle section, le vidéo, l'image. T, j'imagine que c'est du texte qui se rajoute. L'icône au-dessus des 2 T, là, qui est comme un document ici. Oui, je m'excuse, je l'ai sauté celui-là. C'est importer des questions. Dans le fond, c'est quand on a notre banque de formulaires Google. Disons que je veux répliquer d'autres, je veux faire plusieurs mini-tests avec le même genre de questions. Je peux juste aller choisir un de mes questionnaires puis importer les questions. Et puis là, je peux les changer à mon goût. Plutôt que de les recréer comme avec rien. J'ai déjà une banque, c'est comme avoir une banque de questions, c'est aller choisir un formulaire dans lequel on va ajouter des questions. Merci Céline. Et puis, s'il y en a, oui. Et puis le plus, pourrais-tu me rappeler c'est quoi que ça veut dire déjà? Ce sont les questions, les types de questions. Donc, si j'appuie sur le plus, j'ajoute automatiquement une question. Et puis là, je vous le dis tout de suite, c'est choix multiple. Google nous dit, OK, c'est choix multiple. Mais on peut aller le changer en cliquant sur la petite flèche. On peut aller choisir un autre type de question. En passant, on peut aller choisir la date ou l'heure. Ça veut dire qu'automatiquement, quand la personne va répondre au questionnaire, la date va s'insérer. Ah, OK. Non, non. On recule. On va pouvoir entrer une date précise, je pense, si je me souviens bien. L'horodateur, il se fait automatiquement. Automatiquement, quand la personne répond, vous, plus tard, là, on ne le voit pas tout de suite plus tard, là, on peut voir à quel moment ils ont répondu au questionnaire. Ça, c'est automatique. Si vous voulez poser une question en fonction d'une date et vous voulez un format précis, vous pouvez mettre ça. Et puis, il y a moyen de demander le courriel. Et là, je m'excuse, je ne le vois pas dans mon écran. Non, ce n'est pas ici, en fait. Ça aussi, on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui. OK. Donc, ce que je me demandais, s'il y en a que ça leur tente de donner leurs idées, leurs opinions sur l'utilisation des images et des vidéos, peut-être. Je ne sais pas si il y en a qui... je peux continuer en même temps que vous réfléchissez, là, et puis on peut y revenir, Céline. Mais s'il y en a qui ont des idées à partager ou qui ont déjà utilisé ça, puis voir comment ça s'est passé. On a une question de José Blake dans le chat qui demande sondage et activité d'apprentissage. Pourrais-tu pour utiliser José? Je ne sais pas si elle peut accéder. Oui, c'était juste qu'est-ce qu'on utilise Google Forms pour. On est en train d'implémenter pour tous nos formulaires de consentement consent à recevoir des courriels. On essaie que ce soit une option électronique à travers Google Forms. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise Google Forms pour ça. Donc, ça donne un peu une idée. Ah, c'est intéressant pour les consentements, le partage d'informations personnalisées et tout ça. C'est bien ça. Oui. Excellent. Merci. Donc, pour la question, là où j'en viens, c'est, vous avez vu, il y avait des points. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais on peut attribuer des points aux questions, si on veut. C'est pas toujours. Des fois, ça stresse les personnes apprenantes de savoir que ça vaut un certain nombre de points, mais si c'est utile dans notre contexte, on peut attribuer des points. Et puis, comme je vous l'ai montré, on pouvait définir une bonne réponse puis ajouter des commentaires. Donc, je vais cliquer sur cette question-là pour vous montrer où ça se fait. Donc, ici en bas, tout d'abord, pour déterminer la bonne réponse, c'est juste un petit crochet qu'on choisit. S'il y avait 2 bonnes réponses dans la liste, parce qu'on pourrait avoir une longue liste, puis dans ça, il y aurait
il y aurait 2 bonnes réponses. On peut le faire, oui ou pas. Je me trompe avec l'autre. Non. OK, non. On recule. Dans Microsoft, on fait ça. Ici, on choisit les cases à cocher, si je me souviens bien, pour faire ça. Donc, on détermine la bonne réponse ici comme ça. Non, quoique. Ah non, je m'excuse. Quelle correction, Guylaine? OK, c'est ici qu'on le fait. OK. Et là, on peut attribuer les points. Donc, si je veux que ça vaille 1 point, 2 points, 3 points, cette question-là, je peux le faire ici. OK? Et je peux ajouter des commentaires automatiques. Donc, ça, c'est ce que j'avais tantôt qui indiquait oui, effectivement, il y a 3 tasses de fraises dans la recette et seulement une demi-tasse de crème. Donc, c'est ici que je peux le faire. Donc, je peux le faire pour une bonne réponse parce que peut-être que l'explication va être différente. Donc, pour la bonne réponse, je peux dire quelque chose et si la réponse est incorrecte, je peux peut-être fournir d'autres explications. Ce qui est intéressant avec les formulaires Google que je n'ai pas pu trouver dans Microsoft, c'est que à notre commentaire, on peut ajouter un lien ou une vidéo. Donc, ça peut vraiment être intéressant si on veut créer quelque chose qui est plus qu'un mini-test, là, si on veut créer une activité qui enseigne quelque chose, on peut ajouter, dire, si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien là, ça va t'expliquer, ou si tu veux en savoir plus, regarde cette vidéo-là, ça va te donner une explication. Donc, ça peut être intéressant à utiliser. Je pense que c'est ça. Et là, la fameuse pistache au pluriel, je vais vous montrer de quoi ça a l'air avec la clé de correction. Donc, on peut donner ici, énumérer les bonnes réponses. Et là, j'attire votre attention sur le fait que si vous avez mis pistache avec un P majuscule, si la personne met pistache avec un P minuscule, la réponse va être erronée dans Google. Microsoft est un petit peu plus flexible pour ça. Donc, il faut entrer les deux. C'est comme pas... Je pense que ça peut être utile cette forme de questions-là, si c'est des questions peut-être mathématiques où on cherche un nombre précis et où les chances que la personne apprenante ajoute autre chose avec le nombre sont minces. Mais à part de ça, je peux voir beaucoup de problèmes. Mais bon, je voulais que vous le sachiez que c'est possible de le faire. Encore là, on peut mettre des points et puis on peut ajouter un commentaire, tout comme c'était le cas pour la question à choix multiple. Donc, il est 2 heures, c'est bien. OK, là, je vais me diriger vers Microsoft. Ah non, pas tout de suite. Attendez un petit peu, je veux juste vous montrer les paramètres. Oui, Céline. Est-ce que je vais juste poser une petite question, si j'ai bien compris. Dans les questions à choix multiples, il y a juste une possibilité de sélectionner une seule réponse, tandis que dans une réponse courte, comme pistache par exemple, on peut mettre 2 ou 3 réponses possibles en termes de résultats. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je le vois? OK. Dans la réponse courte, en général, les réponses courtes, on va les utiliser pour poser une question où la personne va avoir à écrire une phrase puis expliquer quelque chose. On dit réponse courte, mais vraiment, il y a de la place pour écrire 2, 3 phrases. Là. Okay. Mais moi, je voulais juste vous dire que c'est possible d'avoir une correction automatique si vous voulez poser une question précise. Donc, la question précise, c'est qu'on peut donner toutes les possibilités de réponse. Fait que oui, si la question je ne sais pas, moi, si on demandait quelles sont les couleurs primaires, nomme-moi une couleur primaire, dans la clé de correction, on pourrait avoir jaune, rouge, bleu. Puis la personne en nomme une, puis c'est bon. OK? Donc, mais comme je dis, c'est comme, si jamais la personne n'épelle pas bien le mot, elle a quand même compris le concept, mais il y a une erreur d'orthographe, mais là, ça va être pas bon. Donc, c'est un petit peu difficile à utiliser. Pour revenir à la question au choix, là, à choix multiple, dans celle-ci, c'est qu'il y a une seule bonne réponse. Si on voudrait avoir une question où il y a plusieurs bonnes réponses, je vais le montrer ici, c'est la case à cocher. OK? Donc, les options ici que je mettrais sont, la personne apprenante peut les choisir et là, dans la clé de correction,
Oui, c'est ça. Je peux déterminer lesquelles sont bonnes. Ah. OK? C'est là que ça se joue s'il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, pour revenir à mon exemple de quelles sont, donne-moi une couleur primaire ou 2 des 3 couleurs primaires, bien, on pourrait avoir 5 couleurs et puis la personne pourrait en choisir 2 parmi les 5, dont 2 seraient erronées parce qu'il y en a juste 3. Bon, mais on pourrait jouer avec ce genre de format de questions-là avec les cases à cocher. C'est bon? OK. OK. Là, ce que je veux vous montrer, et là, je veux vous dire, je m'excuse, j'ai de la misère à positionner mes éléments sur mon écran. Donc, là, on était dans la section où on fait l'édition des questions. On les prépare. En haut, il y a 3 sections. Il y a les questions, les réponses et les paramètres. Je vais m'en aller tout de suite aux paramètres et je vais juste donner un avertissement. Il y a beaucoup de paramètres dans Google. Il y en a vraiment beaucoup et je ne veux pas trop aller dans les détails aujourd'hui parce que vous n'allez peut-être pas vous en souvenir ou ça ne s'applique pas à vous. Mais je veux juste vous dire, si jamais vous décidez d'utiliser les formulaires de Google, prendre le temps d'essayer d'un peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est comme important au début. Je vais juste vous dire, le premier est très, très important. Si vous faites un sondage, vous n'attribuez pas de points, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Donc, vous pouvez vous créer un formulaire Google, comme je vous l'ai montré au départ, et il n'y a rien à changer. Mais si c'est un mini-test, si c'est un quiz ou une évaluation où vous allez mettre des points, des bonnes réponses, des commentaires, il faut sélectionner le premier ici. Convertir en questionnaire, il faut que ce soit au bleu. Et là, ça vous donne les options d'avoir d'ajouter des commentaires, etc. Un petit peu plus bas, quand on a répondu au questionnaire, j'ai soumis le questionnaire et après ça, j'ai pu voir les commentaires. J'ai pu voir que j'avais une mauvaise réponse, que j'en avais une bonne. Donc, si on veut que la personne puisse voir ça immédiatement, il faut choisir la première option dans la section « Publier les notes ». Sinon, si on pose une question comme dans l'exemple de la pistache, si on veut pas, on préfère le corriger manuellement parce qu'on ne voudrait pas que la personne entre un mot qui est mal orthographié, mais qui est en fait une bonne réponse, on peut faire une correction manuelle. Et là, les personnes ne verront pas la correction après, on choisit plus tard. Puis là, nous, on fait la correction manuelle. Dans ce cas-là, au départ, là, au début de mon formulaire, c'est qu'il va s'ajouter une question qui va demander à la personne de donner son adresse courriel pour qu'elle puisse recevoir, une fois que moi j'ai corrigé, quand je vais soumettre ma correction, la personne va recevoir un courriel qui lui dit « Ah, tiens, ça a été corrigé si tu veux faire la révision de ton mini-test, ton quiz, ton activité. » Donc, c'est cette option-là qu'il faut choisir pour pouvoir faire de la correction manuelle. Ensuite, je vais peut-être sauter un petit peu parce que je ne veux pas trop qu'on s'attarde sur des détails qui sont donc ça, les questions, moi, je les ouvre complètement parce que je veux que les personnes puissent voir si c'est bon, si c'est pas bon. Mais il peut y avoir des occasions où s'il y a plusieurs personnes, si c'est un test sérieux, puis on ne veut pas que les personnes sachent quelles sont les bonnes réponses parce qu'on ne veut pas qu'elles partagent, qu'il y ait du plagiat, qu'elles disent « Oh, attention quand tu vas faire le questionnaire, ça, c'est la bonne réponse. » On ne veut pas qu'ils puissent voir les bonnes réponses. Donc, c'est ici qu'on changerait ça. Mais c'est rare dans notre milieu qu'on se trouve dans des situations comme ça, mais c'est possible. Donc, je pense que je vais sauter le reste. Et comme je vous disais, il y a des liens que j'ai mis dans une fiche de ressources qui expliquent les détails ici. Okay? Donc, quand vous allez si vous choisissez de travailler avec Google, allez fouiller un petit peu avant et puis vous pouvez toujours communiquer avec moi. Si vous êtes perdu, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, je pense que c'est mieux comme ça parce que si je vais dans les détails aujourd'hui, ça devient ennuyeux, puis vous allez peut-être probablement vous en souvenir quand ça va être le moment de l'utiliser. Ce que je voulais faire enfin, qui est intéressant, c'est les réponses. Donc, on peut voir, il y a un résumé. Donc, j'ai des statistiques ici. Je peux voir combien de personnes ont eu une bonne réponse, une mauvaise réponse, etc. Là. Je peux voir tout le résumé statistique. Je peux voir aussi
par question. Donc, comment ça s'est passé par question. Ce n'est pas si intéressant. Ça peut l'être, là, mais moi, ce que je veux vous montrer vraiment aujourd'hui, c'est l'individuel. Donc, si vous choisissez d'avoir des questions que vous allez corriger manuellement, vous allez aller dans individuel et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des commentaires. Vous voyez, même ici, sur ma première question, où c'est une question de préférence, on peut ajouter un avis. Et là, on peut se dire, ah, moi aussi, je préfère la crème glacée, je pense que c'était au chocolat. Bon, on peut faire ça pour chacune des questions. Il est possible d'ajouter des commentaires individuels, donc qui vont être à la personne. On peut en profiter pour donner des commentaires positifs pour encourager la personne. Et puis là, quand on a terminé de faire ça, où est-ce qu'il est mon bouton? On l'envoie. Et puis là, c'est envoyé à la personne. Je m'excuse, je ne le trouve plus. Non, je m'excuse. Si vous le voyez, vous me le dites. Ah, ça, c'est bizarre. Je pense que c'est automatique. Je pense que c'est dans Microsoft qu'il y a un bouton pour le soumettre. Je pense que c'est automatique. Aussitôt que j'ai terminé, quand je passe au suivant, c'est enregistré et c'est envoyé à la personne. Ça restera à vérifier. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez utiliser, je dirais faire des tests, puis vous pouvez m'utiliser, m'envoyer un quiz. On pourra travailler ensemble là-dessus. Oui, Céline, je m'excuse. On a quelques questions dans le chat, Oui. Guylaine. Donc, je vais recommencer par la première. C'est une question de Suzette Gauthier qui demande comment on fait pour envoyer les formulaires puis faire certain que les gens le reçoivent et que le formulaire est complété. Oui, OK. J'ai gardé ça pour la fin. J'aurais peut-être dû le faire au début. Donc, quand on a, je vais retourner aux questions, juste pour que ce soit plus clair. Donc, là, j'ai mes questions. Quand il est tout prêt, mon questionnaire, je vais aller dans Envoyer. Et là, j'ai le choix. Je peux l'envoyer directement d'ici par courriel. En général, tout dépend. Si vous utilisez Gmail, parce que ça, c'est lié à Gmail, vous allez peut-être le faire comme ça, mais si vous utilisez Outlook, vous allez aller chercher le lien qui est ici. Vous pouvez même le raccourcir, le lien, et le copier. Et là, vous allez le coller dans votre courriel et vous pouvez l'expliquer par courriel ce qu'il y a à faire. Si vous décidez d'utiliser les formulaires en ligne en classe, c'est sûr que vous ne voudrez peut-être pas envoyer un lien. Donc là, il faudra voir comment vous travaillez avec vos personnes apprenantes, comment le partager. Il faudrait, dépendamment du contexte, je ne voudrais pas vous donner une réponse aujourd'hui qui ne soit pas claire. Dépendamment du contexte, on pourrait afficher le questionnaire en question sur chaque appareil d'avance, puis la personne pourrait juste aller l'ouvrir. Il y a différentes façons qu'on pourrait le faire. Donc, ça, c'est pour lorsqu'on a terminé, s'il est prêt, on envoie le formulaire de cette façon-là. Et puis, pour savoir s'ils ont répondu, je vais retourner dans la réponse. OK. Et là, si j'ai 40 étudiants, là, je peux y aller un par un puis voir si je vois les noms de ceux qui ont répondu. C'est un peu long. Mais ici en haut, je peux créer une feuille de calcul avec les réponses. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà créé pour celui-là. Non. Alors, je vais juste cliquer sur le petit carré vert et ça va me créer une feuille de calcul. On va juste attendre un petit peu que ça... Feuille de calcul liée. Et là, oui, OK, merci. Je ne vois pas. Ah, et pourquoi elle n'est pas apparue en haut? Elle était écrite en bas, okay. Mais là, je ne la vois plus. OK, j'ai recliqué dessus, je pense qu'elle va ouvrir. OK. Donc, voilà. Donc, ici, bon, moi, je n'avais pas dans mon formulaire mis le nom de la personne. Je n'avais pas demandé le nom, mais évidemment, c'est quelque chose que vous voulez savoir. Et ici, j'aurais l'adresse de courriel si j'avais demandé l'adresse de courriel et que les personnes l'auraient entrée. Donc, je saurais ici, là, j'ai ma liste. Et c'est une feuille de calcul. Donc, je peux la mettre en ordre alphabétique pour voir qui a fait le questionnaire en question. Et je peux voir à quelle date et à quelle heure ça a été fait. Et là, je vois qu'est-ce qui a été répondu là, sous format feuille de calcul. OK.
On a une autre question. Je ne sais pas si ça complète la question, Suzette, que vous avez posée dans le chat. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez remettre un petit commentaire. Pour la prochaine question, Guylaine, on a une question de Suzy Lauzon qui demande comment faire des corrections. OK. Donc, je pense que Suzy, tu dois vouloir dire quand les personnes ont répondu et là, tu vas aller corriger manuellement. Je pense que ça doit être ça. Donc, il faut aller dans individuel, comme je disais tantôt. Et là, je ne suis pas dans la même version. J'ai seulement 6 réponses dans celui-là. Et là, c'est ici, dans individuel. Vous voyez en haut, j'ai 1, donc c'est 1 de 6 répondants. Et là, je peux aller ajouter des commentaires. Et il y a moyen, là, moi, je les ai, mes questions, j'ai attribué des points automatiquement. Mais il me semble qu'il y a moyen de changer les points. Oui, c'est ça. Donc, ici, comme propriétaire du formulaire, disons que Google a calculé que c'était mauvais, mais que finalement, moi, je juge que c'est bon. Je peux aller changer le pointage et je peux aller ajouter des commentaires. Puis là, je peux corriger en faisant le commentaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais laisser Suzy faire le suivi dans la boîte de chat, mais on a bien répondu à la question de Suzette, en tout cas. OK. Bon, je vais juste continuer un petit peu. Il nous reste 40 minutes. Et là, je voudrais passer à Microsoft parce qu'il y a quand même des choses intéressantes avec les formulaires de Microsoft, très intéressantes. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes onglets. Donc, voici de quoi ça a l'air dans Microsoft. La première chose, tantôt là, dans Google, j'ai été changée, je suis allée dans mes paramètres pour transformer le formulaire en quiz. OK? Ça, je peux le faire une fois que je l'ai commencé, puis je veux que ce soit un mini-test, je peux aller le changer dans paramètres. Ici, je veux juste vous avertir, ceux et celles qui utilisent Microsoft, dès le départ, il faut le choisir. Si vous choisissez de faire un formulaire genre sondage, il est trop tard. Je me suis butée là-dessus pendant quelques minutes parce que je voulais vraiment changer mon formulaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en haut, on clique sur la petite flèche et on choisit « Nouveau questionnaire ». Très important. Et là, je vais juste... Je m'excuse. Donc, la première chose que je vais faire, c'est on va faire la même chose qu'on a fait avec Google. Je vais vous montrer le questionnaire qui est déjà fait, qui est déjà préparé. En haut, je vais cliquer sur « Aperçu » pour voir de quoi il a l'air, mon questionnaire. Et ce qui est bien avec Microsoft, c'est qu'on peut choisir de le visualiser en mode ordinateur ou appareil mobile. Et c'est possible qu'il y ait de vos personnes apprenantes qui utilisent des appareils mobiles à l'occasion pour faire des travaux. Donc, vous pouvez voir de quoi ça a l'air en cliquant sur appareil mobile. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je ne veux pas alourdir. Déjà que c'est lent, c'est un petit peu étrange. Oui, le réseau semble être un peu lent, mais on te capte bien. Au moins, ça ne coupe pas trop ta voix. OK. De mon côté, ça roulait bien jusqu'à maintenant, mais là, je vais peut-être... Je vais l'arrêter et je vais m'y prendre autrement, je pense. Peut-être qu'il est rentré? Non. Ah, je l'ai. Donc, on est en mode prévisualisé, le questionnaire. Donc, c'est de ça qu'il a l'air. Donc, je vais vous faire des petits commentaires juste pour comparer. Dans Microsoft, on ne peut pas ajouter d'image à chaque réponse. Ce n'est pas possible. On peut seulement ajouter des images à la question. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, les vidéos, ils s'ajoutent à même une question. Il n'y a pas une section séparée
pour juste ajouter une vidéo comme ça tout bonnement. Il faut vraiment qu'elle soit intégrée à une question. Là, vous voyez à l'écran la vidéo, et un petit peu plus bas, il y a les réponses que j'ai dû entrer, les options de réponse. Ce qui est bien avec Microsoft, c'est que la vidéo prend beaucoup plus de place. Donc, c'est mieux pour la voir. Je veux dire, avec Google, on pouvait toujours agrandir l'écran dans l'espace où se trouvait la vidéo, mais ça demande une étape de plus. Donc, ça, c'est bien. Je vais peut-être donner des réponses parce qu'on va aller voir comment ça se passe après. Une fois qu'on a soumis, je vais encore donner la mauvaise réponse ici. Et le pluriel de pistache, on va mettre la même chose. Donc, on l'envoie. Alors, ce que j'ai à l'écran, c'est la confirmation que je l'ai envoyée et je vais afficher les résultats pour voir qu'est-ce que ça donne comme commentaire. Donc, vous voyez ici, j'ai la mauvaise réponse, encore une fois. C'est très semblable. On me dit que la bonne réponse, c'était la crème, c'était les fraises. Et moi, j'avais mis la crème. Et il y a l'explication. Et puis, ici, je vois que j'ai eu 1 point sur 1, donc je l'ai eu bon, c'est pistache avec un S. Donc, ça se ressemble beaucoup, à part quelques petites différences. Ce que je vais faire, c'est aller vous montrer un petit peu comment on ajoute images, etc. Donc, ici, si je clique sur ma question, je vais aller plus lentement parce que Microsoft est lent. Voilà, je l'ai perdu. OK. Donc, si je veux ajouter une image, la même chose, je clique sur mon petit icône d'image. Je peux ajouter aussi une vidéo à une question ou une image. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que vous pouvez, comme dans Google, téléverser. Si vous avez des images sur votre ordinateur, vous pouvez les utiliser. Ici, il y a un lien aussi avec OneDrive. Si on utilise OneDrive et on a des images qui se trouvent là. Mais si vous faites une recherche d'images, c'est dans Bing. Ce n'est pas dans Google. Alors, juste pour que vous sachiez, ce n'est pas un endroit, ça compétitionne. Hein? Mais si, par exemple, il y a une image que vous avez trouvée du côté de Google, puis vous voulez vraiment la voir, puis Bing ne veut juste pas vous la donner, vous pouvez toujours la téléverser sur votre ordinateur et puis utiliser l'option téléverser ici pour l'afficher dans la question. Donc, ça va pour ça. Ensuite, donc, c'est très semblable. Là. On détermine la bonne réponse en cliquant à côté. Là, avec le délai, je ne sais pas si vous voyez, mais quand je me place à côté de la réponse, il y a l'option de choisir laquelle est la bonne réponse. Et puis, il y a aussi l'option d'ajouter un commentaire. Et ça, pour toutes les formes de questions, on peut ajouter le commentaire. C'est ici que ça se passe. On ne va pas dans un autre, au bas de l'écran comme je faisais avec Google là, pour trouver. C'est ici que je peux ajouter des commentaires. Je peux ajuster les points, dire ça vaut 3 points, ça vaut 5 points. Comme ce n'est pas le cas pour Google, quand on avait les cases à cocher tantôt, Céline, je m'excuse, j'ai encore perdu la question. Donc, si je veux avoir l'option, je n'arrive pas avec mon écran, je m'en excuse. Donc, ici en bas, vous devez le voir, moi je ne le vois pas, mais il y a l'option de mettre plusieurs réponses. Donc, si je clique là-dessus, ça va me donner des cases à cocher. Oui, un multiple réponses plutôt qu'une seule réponse. Oui. Ou réponse obligatoire aussi, là, qui est l'autre option à côté. Là. Oui. Ce qui est différent aussi, je m'excuse, j'essaie d'avoir de la suite dans mes idées. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Oui, quand vous voulez ajouter une question, c'est un petit peu différent. Et là, je dois bouger. C'est quand, à la fin, vous allez à la fin de votre questionnaire, vous cliquez sur « Nouveau » et là, vous pouvez ajouter votre question et la déplacer. Donc, si je clique, je ne sais pas si ça va paraître parce qu'il y a un délai. Si je clique sur la question, je suis supposée être capable de la tirer. Non. OK. Déplacer avec la flèche. Oui, celle-là, c'est déplacer avec la flèche. Donc, je peux les bouger, changer l'ordre de mes questions de cette façon-là. Mais le nouveau se trouve toujours en bas. Okay. Il ne nous suit pas à droite, là. Il se trouve toujours en bas. OK, je regarde mes petites notes parce qu'il y a des choses. Je vais m'assurer de vous dire sur Microsoft.
OK, c'est les mathématiques. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui enseignent les mathématiques. Avec Google, ce n'est pas que ce n'est pas impossible, mais Microsoft a vraiment facilité la vie des enseignants qui enseignent les mathématiques parce qu'on peut avoir accès à un clavier à l'écran qui nous donne tous les symboles mathématiques. Alors, pour le faire, je clique sur « Nouveau » et je choisis une question au choix. Et non, pourquoi elle n'est pas là? Je m'excuse. Je l'ai refait ce matin pour être sûre de ne pas l'oublier. Et là, je ne le vois pas. Et pourquoi? Ça ne peut pas être texte. Donnez-moi une petite seconde. Peut-être que je me trompe de... Non plus. Oui, formule mathématique. Alors, je me trompais. Ce n'est pas la question au choix, c'est la question à réponse courte. Donc, vous choisissez ce type de question-là et vous choisissez formule mathématique. Et là, ici, je vais écrire, bon, ma question, je vais dire résoudre. Et j'espère que ça rentre chez vous assez rapidement pour que vous puissiez suivre. Bon. On voit que ça rentre le texte, là. OK. Et là, ça dit entrer une équation. Et quand je vais cliquer là, je vais avoir un clavier qui va apparaître. OK, oui. Oui. Alors, je peux entrer, bon, mettons, on va dire 4 plus 4 égale. OK. Et là, la magie se produit. C'est lent. Oui. Des fois, la magie, c'est lent. Voilà. OK. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Il devrait donner la réponse ou juste Oui, l'équation? il me donne des choix de réponse normalement. Ah, d'accord. Je l'ai refait plusieurs fois. Il me donnait l'option d'avoir 4 réponses et dans les 4 réponses, il me dit c'est celle-là la bonne. Alors, je peux juste cliquer et dire oui, remplis ces 4 réponses-là et la bonne réponse est déjà choisie. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas en ce moment. Il y a comme l'air d'avoir un délai. Non, il ne me le donne pas. Alors, ce sera à refaire. Ceux qui font des maths, vous entrez en contact avec moi, puis on va revoir cette partie-là. Parce que c'est le fun quand même. Ça nous donne les réponses. Et puis, si on fait 2 questions de suite, je vais le vérifier, qui sont identiques. Ah non, je sais pourquoi il ne me donne pas le choix de réponse, parce que c'est une question ouverte. Non, tu vois, ce matin, là, il me donnait une question à choix multiple. Et là, j'avais toutes les réponses. Je m'excuse. Oui, c'était à choix comme ça et je pouvais aller choisir les maths. Et là, je ne les ai pas. Alors, c'est ça. Mais vous comprenez le principe. Je peux peut-être aller vous le montrer. En cas de tragédie, j'ai un autre document que je peux sortir ici. Et je pense que j'ai pris des captures d'écran. Je m'excuse, ça va être étourdissant, là. Je me promène... Est-ce que je vais arriver à mes maths? Oui, voilà. Alors, là, j'arrête de bouger. Je vous laisse le temps de voir mon écran. Donc, je résous l'équation. J'ai rentré mon 4 plus 4. Et là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est une question de navigateur. Ça, je l'ai préparé sur un ordinateur PC. Et là, en ce moment, j'utilise un Mac et je suis dans Safari. C'est peut-être une question de navigateur, le fait que je ne puisse pas avoir ces options-là, mais c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, on me donne les options et on me dit, et la bonne réponse, c'est 8 quand on a 4 plus 4. Et puis après, je pense que je n'ai pas peut-être fait de capture d'écran. Oui, c'est ça. Si je rentre 2 fois de suite une question, disons, dans l'addition, si je me trouve dans l'addition, là, Microsoft me donne même des idées de questions. Je peux juste cliquer, ajouter tout ou ajouter certaines réponses, certaines questions que j'aime et ça se remplit comme ça automatiquement. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui font des maths. Alors, je vais revenir à mon écran de Microsoft. Et je vais juste revérifier mes notes parce que je veux m'assurer que je n'oublie pas autre chose. OK, on va aller voir les résultats. C'est là où j'en suis. Alors... Peux-tu te poser une question, Guylaine, oui. entre-temps?
le walkthrough, excuse-moi, le document que tu viens de nous montrer là, avec toutes Oui, les. oui, Est-ce que c'est le genre de ressources que tu partagerais avec nous oui. après la rencontre d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui? Oui, je peux vous le partager. Il n'est peut-être pas fait. Je l'avais gardé pour ce genre de situation-là, au cas où il y en a un des deux, Google ou Microsoft, qui ne fonctionne pas aujourd'hui pour pas qu'on soit mal pris. Donc, il n'y a peut-être pas tant de détails que ça, là, d'étape par étape, cliquez là, cliquez là. C'est juste vraiment des captures d'écran, mais ça peut quand même servir. Fait que je peux vous le partager. Avec les autres documents, là, il y aura les autres ressources, certainement. Je vais juste attirer votre attention sur le thème en haut. Je n'en ai pas parlé dans Google, mais vous pouvez choisir, vous pouvez changer les couleurs. C'était possible dans Google, c'est possible ici aussi. Je ne vais pas cliquer pour pas qu'on se promène pour rien, mais juste vous dire que lorsque vous donnez un titre à votre quiz ici, à votre petit questionnaire dans Microsoft, selon les mots-clés qui se trouvent dans le titre, il va ajuster les options qu'il vous donne. Donc, si je sais pas, moi, si pour la fête, c'est le party de Noël, puis vous avez écrit ça dans le titre de votre questionnaire, puis c'est un sondage auprès du personnel, il va vous donner des thèmes de Noël et de fête. Ça peut être le fun, là. Je vous le dis comme ça, que les thèmes peuvent être changés. Moi, j'ai juste gardé ce qu'on me donne dans chacun des outils. Donc là, on va parler réponse. Donc, dans Google, il y avait beaucoup de paramètres, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait changer. Ici, ce n'est pas le cas. Là, je vais juste changer de formulaire parce que j'ai personne qui a répondu dans celui-là. Si vous permettez, je vais me déplacer et je vais aller ici. Alors là, j'ai 4 réponses. J'espère que vous les voyez. Donc, c'est ça, il y a moins de changements à faire. Il y a moins de... Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bon. Ça dépend de nos besoins, mais c'est un petit peu plus standard ici. On peut ouvrir dans Excel la même chose. On peut avoir toutes les réponses dans un document, là, une feuille de calcul. Et puis ici, j'ai ci-dessous là, le sommaire, le résumé de combien de personnes ont choisi quoi pour chacune des questions. Et puis, je peux aller voir les réponses individuelles. Donc, je clique sur « Examiner les réponses ». Et là, je ne devrais pas avoir un 0. Ah oui, 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 là, ça me revient. La première personne qui a répondu est la personne 0. C'est un petit peu... et là, je peux aller naviguer, je peux aller voir la personne 2, 3. Donc, j'ai 4 personnes qui ont répondu. La première est 0. Ça mélange à chaque fois. Donc, c'est ça. Et là, je peux aller voir ce qui a été... Donc, j'ai les points et je peux ajouter un commentaire. C'est ici que ça se trouve. La même chose que pour Google. Google, c'était un autre endroit, là, à côté de la question. Donc, je peux voir la réponse que la personne a donnée et je peux ajuster les points ou aller ajouter un commentaire pour la personne. Et la même chose ici, plus bas, je peux ajouter un commentaire. Et là, j'ai la possibilité de féliciter ou de donner la bonne réponse, ou, etc. OK. Et là, j'essaie de me souvenir s'il y a autre chose que je devais vous dire ici. Je pense que non. Donc là, ici, je vois par personne. Je peux le voir par question. Donc, je peux corriger une question à la fois pour tout le monde. La même chose dans Google. Donc, je pense que ça va pour ça. Je vais vous montrer comment le partager, le formulaire. Donc, je clique sur « Partager » et là, je vais attirer votre attention sur l'option en haut. Donc, si vous travaillez, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent dans les conseils scolaires, beaucoup de gens dans les conseils scolaires ont accès à la suite Microsoft pour l'éducation, le Microsoft 365. Donc, vous travaillez à l'interne. Donc, probablement que dans ce cas-là, vous allez choisir seulement les membres de mon organisation parce que vos personnes apprenantes ont un compte Microsoft à l'intérieur de votre conseil scolaire.
Si ce n'est pas le cas, si vous avez un autre genre de compte Microsoft, dans ce cas-là, il faut dire que tout le monde peut répondre parce que sinon, si vous choisissez l'autre, ils ne pourront pas le voir. Ce ne sera pas possible d'y accéder. Donc, ça, c'est important d'y porter attention. On peut copier le lien, la même chose. On peut le copier, l'envoyer dans un courriel ou l'afficher. On peut même choisir un code QR si ça peut être utile. On peut obtenir un code QR ici dans Microsoft. Et les autres, c'est pour collaborer. Si vous voulez travailler à plusieurs là, sur le même questionnaire, vous pouvez ajouter des collaborateurs. Donc, ça, c'est pour le partage. Je pense que ça va... je pense que ça va en gros pour Microsoft. Est-ce qu'il y a des questions? Et là, comme je le disais au début, je vous donne bien des détails plus techniques, mais je veux que vous sentiez libre de dire à quoi ça pourrait me servir. Non, c'est bon, bien bon, non, oui. Et puis les questions techniques plus détaillées, on peut les revoir ensemble. Moi, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis on peut se rencontrer, puis faire réviser des choses, puis voir où il y a des défis. Ça me fait plaisir. Donc, là, j'ai fini pour Microsoft et Google. J'avais quelques petites diapos. S'il n'y a pas de questions précises là, à ce Pour point-ci. l'instant, il n'y a pas de questions, Okay. Guylaine, ni dans le chat, là, puis je ne vois pas de main levée. OK, j'ai endormi tout le monde. C'est bon. OK. Alors, OK, ça, on l'a vu. Je m'excuse, je suis rendue où dans mes... OK. Donc, ce que je voulais faire ici à ce point-ci, c'est juste sortir. Là, on a parlé de questionnaires qui pourraient être utilisés pour l'évaluation, mais j'ouvre le sujet parce que peut-être que, vous avez vu, on peut ajouter des vidéos, on peut ajouter des images, on peut laisser des commentaires. Avec Google, on peut ajouter des liens puis des vidéos là, dans les commentaires pour prolonger les explications. Donc, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez que vous pourriez utiliser les questionnaires pour autre chose? Moi, j'ai pensé peut-être en mode inversé. Lorsqu'on aborde un nouveau sujet avec des personnes apprenantes, on peut peut-être créer un petit questionnaire et aller voir qu'est-ce qu'ils connaissent, mais sans mesurer, là, sans que ce soit un test, mais que ce soit comme, et j'en ai un exemple. Je peux prendre 2 minutes pour peut-être vous le montrer rapidement, l'exemple que j'ai. On a ici un petit commentaire de José qui dit « Oui, une évaluation initiale, cochez oui, cochez non. » Excellent. Oui. Je pense que c'est ce que tu faisais référence, là, Guylaine. Alors, je m'excuse, je me promène un petit peu. Et là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas nécessairement un modèle c'est juste une idée, là. Je pense que c'est celui-ci. J'ai fait un petit questionnaire sur la santé-sécurité. Disons qu'il y aurait un contexte où vous offrez des ateliers sur la santé et sécurité au travail. Vous pourrez avoir un questionnaire qui peut-être vient mesurer différentes choses, sans mesurer, sans évaluer, mais juste pour donner le ton, pour introduire le sujet. Vous pouvez avoir un lien. Là, tout dépendamment, si des personnes, vous savez qu'elles peuvent naviguer d'un onglet à l'autre, il faut faire attention, mais on peut avoir des liens, puis après ça, poser quelques questions, puis juste mettre le sujet en contexte. Là, ici, j'ai ajouté une vidéo d'un jeune homme qui a subi un accident de travail, puis il explique comment ça s'est passé, quelle était son attitude, Et là, je pose la question, est-ce que vous avez été capable de regarder la vidéo? Ça peut nous permettre de mesurer techniquement, est-ce qu'ils ont été capables de la faire jouer? C'est-tu un problème de compétence? C'est-tu un problème de navigateur, d'ordinateur, etc. Donc, on peut s'en servir de cette façon-là. Et puis, on peut poser des questions juste pour mettre le ton, donner le ton à l'atelier, quelque chose comme ça. Et comme je disais, ça peut
permettre aussi, on peut faire un petit questionnaire pour mesurer les compétences numériques, pas dans le sens où on pose des questions, êtes-vous capable de faire deux? On peut poser ces questions-là, mais en même temps, en les voyant travailler dans le questionnaire, on voit s'ils sont capables de cliquer sur un lien, de voir que le lien s'est ouvert dans un nouvel onglet, de revenir à l'onglet avant, de naviguer d'une page à l'autre si on fait un questionnaire qui est plus long, qui est en section. Donc, on peut développer des compétences numériques aussi en faisant des questionnaires comme ça. On a ici une réponse là, ou un commentaire supplémentaire de José qui dit « Wow, ça, c'est une super bonne idée. » Donc, excellent. Je trouvais important de le mentionner. Oui, en effet. Oui. Donc, en tout cas, c'est des idées comme ça. Il y en a peut-être qui sont moins bonnes que d'autres, mais peut-être que vous allez avoir des idées dans les prochains jours. Ce que je pensais faire, peut-être, Céline, c'est ajouter des ressources. Je pense qu'il y a un groupe Facebook. Je pourrais on a le peut-être groupe ajouter Facebook, des ressources que je vais mettre. Je peux peut-être les ajouter dans le groupe Facebook. S'il y a des gens qui pensent à des choses, on peut avoir une conversation pour faire suite à ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que c'est ça le but de Réseau numérique, c'est vraiment de partager des choses. Puis vraiment c'est un peu se faire plaisir là, dans le sens où on travaille chacun dans notre centre et puis on travaille fort, on a beaucoup de choses à faire. Puis là, se donner un petit espace où on expérimente, où on essaie des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais on a la chance de se donner la permission de faire ça. Donc, c'est une très belle occasion de construire sur les habiletés de tous et de chacun, parce qu'on a toutes des bonnes idées à apporter à la table. Des fois, on se sent seul dans notre coin, on a toujours l'impression qu'on refait la roue, mais je pense qu'ici, il y a une possibilité, puis c'est ça qu'on essaie de faire avec les communautés de partage, c'est d'offrir un espace qui permet le développement puis l'appui des formateurs et des formatrices là, en AFB. Puis ça, je trouve que c'est une belle occasion, ces ateliers de réseau numérique-là que tu nous offres, Guylaine. C'est sûr que là, c'est le premier atelier, on a beaucoup d'informations, puis on voit qu'est-ce qui s'en vient. Puis je crois qu'on a cet espace-là là, qui peut être apprivoisé, là, l'espace Facebook, mais c'est ça, qui peut être apprivoisé pour mettre en place là, ces partages d'échanges, ces partages d'idées-là. Donc, oui, c'est une bonne idée. Si vous n'êtes pas encore inscrit au groupe Facebook, n'hésitez pas là, à vous inscrire. C'est un groupe privé. On essaie de garder ça plus pour les gens du milieu. Donc, juste de vous inscrire, puis vous allez être dans les messages, là, dans le flux de messages reçus du groupe Facebook. Excellent. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, c'est à peu près tout. J'ai fait le tour. Oui. Donc, ce qui me restera à faire, c'est vous envoyer la liste de ressources là, que j'ai. Ce n'est pas une longue liste, là, mais c'est les principaux pour poursuivre avec Microsoft et Google. Mais comme je l'ai dit au début, c'est deux outils qu'on a regardés parce qu'ils sont assez communs, mais il y en a d'autres. Et ça, dans la liste, il y aura un petit tableau là, qui en montre quelques autres. Moi, j'ai une petite question, peut-être plus d'ordre général sur les deux outils que tu nous as présentés. Il y en a tout plein, puis ça dépend aussi des besoins, j'imagine, qu'on veut obtenir comme résultat de modèles de formulaire. Mais selon ton expérience, quel est le plus convivial, le plus simple outil à utiliser? Est-ce que c'est Google Form ou c'est Microsoft Office Form? Là? Est-ce que c'est quoi qui est plus simple d'utilisation, plus rapide? Oui, et je dirais... vraiment, les deux sont assez simples à utiliser. J'aurais de la difficulté à... Moi, j'utilise plus Google parce que c'est ça qu'on utilise au travail, mais là, j'ai exploré Microsoft, puis j'étais agréablement surprise. C'était assez simple d'utilisation. Je dirais que la question, il faut comme reculer et dire qu'est-ce que j'utilise déjà? Si je suis déjà dans un
un environnement très Google, c'est sûr que c'est plus facile de continuer avec les formulaires de Google parce que si éventuellement je veux utiliser Classroom de Google, les formulaires s'intègrent à ça. Donc, c'est comme ça fait plus de sens de continuer de cette façon-là, puis il y a beaucoup de choses, à moins que si on veut faire des maths, là, j'avoue que je serais portée à essayer Microsoft. Et la même chose, si vous avez déjà Office 365 et vous utilisez l'ensemble des applications là, Office, ça fait plus de sens de continuer avec les formulaires de Microsoft. Je dirais, c'est pas une réponse claire, là, mais Non, mais si vous utilisez ni un ni l'autre, je ne sais pas, Google est gratuit, tandis que Microsoft, si vous n'avez pas un abonnement, je pense que je ne suis pas certaine que le formulaire est disponible gratuitement. Ça n'a pas l'air d'être disponible de point de vue individuel. Là. OK. Ben, merci beaucoup, Guylaine, pour cette précision-là. Avant de donner la parole à Nathalie, parce que je sais que Nathalie va nous faire un petit wrap-up au niveau du suivi. Je vous invite, là, vous voyez, il y a déjà des petits liens là, qui sont partagés dans le chat, mais d'autres vont suivre par courriel. Je vais vous inviter à rester à l'écoute de nos communications et invitations pour les prochains communautés de partage parce que Guylaine va revenir avec la suite des ateliers du réseau numérique en février. Je ne sais pas, Guylaine, si tu peux nous donner juste un petit aperçu des sujets qui s'en viennent pour les prochaines communautés de partage. Ça va aussi permettre aux gens là, d'être à l'affût. Oui, je pense que le prochain, c'est le 9 février, Céline. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. Et le 9 février, je pense qu'on voit les sites de Google, si je me souviens bien. Oui. Mais là, c'est comme une excuse. Hein. On va regarder les sites de Google, c'est pour créer un site web, mais dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est comment on peut créer un espace qu'on peut partager avec les apprenants avec des ressources et un espace qui ne nécessite pas une connexion. Donc, là, j'utilise les sites de Google parce qu'on peut vraiment faire des belles choses avec, mais on va peut-être aussi regarder d'autres outils rapidement qui pourront peut-être être utilisés pour le même genre d'objectifs. Et puis, ensuite, à la fin février, le 23 février, c'est bien ça? Je pense que c'est Canva. Oui, c'est bien ça. Oui. Canva, on va peut-être, il y en a sûrement d'entre vous qui l'utilisent. C'est un outil qui est de graphisme qui sert à produire des cartes. Comme là, c'est le temps des fêtes, on peut l'utiliser pour créer des cartes ou des infographiques. Ça nous donne accès à toutes sortes de modèles qu'on peut ajuster, changer les couleurs, ajouter des photos. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est comment on pourrait peut-être utiliser ça avec les personnes apprenantes pour développer des compétences numériques. Parce que ça peut être... Canva est facile à utiliser et c'est très satisfaisant. Je le dis pour moi-même parce que je ne suis pas bonne avec le visuel. Et là, quand je vais dans Canva, je me sens comme championne. Donc, ça peut être pour une personne apprenante, ça peut être intéressant, ça peut être très valorisant de jouer avec ces choses-là, produire toutes sortes de produits, comme je vous disais, des cartes, des choses comme ça, et en même temps développer des compétences numériques. Donc, ça va être plus léger, celui-là. Et à la fin, en mars, je pense à la mi-mars. Non, c'est le 9 mars. Le 9 mars? Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Accessibilité dans nos outils du quotidien. Oui, celui-là est plus sérieux. Celui-là, ce que je vais essayer de faire, et peut-être que vous pouvez le noter dans votre carnet, je vais essayer de voir ce qu'on utilise à tous les jours, les téléphones intelligents, les tablettes, les portables, les ordinateurs. Il y a des choses il y a de plus en plus d'outils d'accessibilité qui sont déjà incorporés dans ces outils-là sans qu'on ait à s'abonner ou à acheter un logiciel spécialisé. Donc, je vais juste faire un tour d'horizon. Qu'est-ce qui est disponible? Comment on peut les utiliser? Et peut-être que vous, dans vos centres, vous les utilisez déjà, ces outils-là. Fait que si vous avez des suggestions à faire, vous pouvez me les envoyer ou au moment de l'atelier, on pourra juste partager ça. Super. Et puis, je vous répète, là, si vous avez là, des questions suite à cet atelier,
des questions spécifiques, n'hésitez pas à communiquer avec Guylaine ou avec nous. Ça va nous faire plaisir. Et je le cède la parole à Nathalie. Oui, que je vois que je m'excuse, Nathalie. Donc, merci tout le monde. Je vais te céder la parole. À Guylaine de m'envoyer les ressources et moi, je vais faire certains qui vont être sur le groupe Facebook et aussi dans le courriel quand que je vais envoyer le lien pour le mini-sondage. Donc, envoie-moi tout ça et puis ta présentation, puis on va pouvoir tout afficher ça. Donc, je veux juste vous rappeler que c'est la dernière communauté de cette année. Les deux premières en janvier, par contre, vont être adressées seulement qu'aux gestionnaires. Et puis, Guylaine va nous revenir pour l'ensemble, pour formateurs et formatrices, pour le public général, à partir du 9 février. Donc, vous allez recevoir vos courriels comme d'habitude, là, avec toute l'information. Donc, c'est ça. Est-ce que Céline, tu as d'autres choses à ajouter? Juste donner joyeuses fêtes à tout le monde. Moi aussi, je voulais dire ça. Donc, merci Guylaine. Puis, joyeuses fêtes à tout le monde. Ici, en tout cas, là, c'est blanc. Tantôt, il fait. En très peu de temps, là, c'est devenu blanc. Donc, soyez prudents. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes. Puis, on se revoit en janvier. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Joyeuses fêtes.